Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dont je vous parlais un peu la dernière fois au cours de la dernière vidéo. Celle où donc je présentais les caricatures que j'ai fait sur le nucléaire en Europe. Et donc je vous évoquais que cette dernière vidéo était issue d'une présentation à la fois préquelle et suite sur le nucléaire en Europe que j'ai transcrit au niveau d'une carte. Et donc cette vidéo maintenant va être celle de la présentation de la carte du nucléaire en Europe. Nucléaire, bien sûr, civil, hein, donc électricité et tout. On verra peut-être plus tard pour tout ce qui est armement nucléaire, enfin dans une prochaine vidéo s'il y en a une à ce sujet. Voici la carte que je vais désosser tout au long de cet exposé. Alors, j'ai essayé de garder une certaine structure pour la présentation et donc de vous la présenter petit à petit. Je vais commencer par vous parler des sources de données que j'ai mobilisées pour la création de cette carte. À la fois les sources intéressantes pour un tel sujet et puis les données que j'ai pu récupérer chez ces sources. Dans une deuxième partie, je vais être plus détaillé sur les données que j'aurai récupérées et je vais voir comment je les traite et comment je les représente. Je finirai aussi un peu par vous parler d'une rapide analyse que j'ai pu faire des données que j'ai récupérées, mais ce n'est pas non plus le but de cette partie. Je vous parlerai plus largement du cas du nucléaire en Europe au cours d'une troisième et dernière partie qui va traiter de l'évolution du nucléaire en Europe. Évolution récente ces dernières années ou très prochaine, les quelques années qui vont arriver. Voilà, alors ce n'est pas encore parti puisque je n'ai pas tout à fait fini de vous parler de la carte qu'on a sous les yeux. Puisque j'ai oublié de vous parler donc ce qu'on trouve en haut de la carte, les informations générales juste par rapport à cette carte et qui au final recèle quelques informations que vous n'aurez pas manqué de noter. La première étant l'Europe. Déjà, pourquoi l'Europe? Pourquoi je me suis cantonné à ce continent alors que du nucléaire, il y en a de partout dans le monde et j'aurais pu tout à fait prendre ailleurs sur Terre et retomber sur de l'exploitation nucléaire. Donc je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je me suis cantonné au continent européen. Ensuite, 2016, vous voyez que même si c'est assez proche ben, de l'actuel, ce ne sont pas les dernières données et je vais donc vous expliquer aussi pourquoi je me suis arrêté à 2016 pour les données. Et enfin, bon, là c'est plus général, je vais aussi vous dire pourquoi j'ai fait cette carte au sujet du nucléaire électrique en Europe. Et non, ça je peux y répondre de suite. Donc, comme vous le voyez, cette carte je l'ai réalisée en mars 2018. Ça fait quand même 2 mois maintenant.
2 mois que je traîne sur cette vidéo. Donc je produis une carte par mois. J'en ai donc du coup produit d'autres avant celle-là en 2018, à la fois en 2018 et puis aussi j'en ai produit aussi en 2017. Ces derniers mois, ces derniers temps, je m'étais intéressé aux énergies globalement en Europe, mettant surtout l'accent sur les énergies renouvelables en Europe, puisque je suis rapidement tombé sur le fait que l'Europe est le continent à la pointe des énergies renouvelables. Mais durant mes recherches, je tombais très souvent sur une prépondérance des énergies fossiles dans le mix énergétique des différents pays européens, et je me suis donc questionné à pourquoi je retrouvais aussi souvent le charbon, le gaz ou le nucléaire comme les énergies principales des pays européens qui auraient normalement, logiquement, dû être euh, bougées seulement par des énergies renouvelables, puisque c'est le continent qui est à la pointe de ces énergies-là. Et donc, eh bien, je vais essayer au niveau de déjà par cette carte, d'aborder le sujet de l'électricité nucléaire en Europe et vous expliquer un peu pourquoi je suis tombé, on tombe aussi souvent sur une prépondérance au moins du nucléaire pour le continent qui est à la tête des autres pour ce qui est des énergies nouvelles. Et non, cette fois-ci je rigole, c'est vraiment fini pour cette introduction et nous sommes partis pour la présentation générale. Bien, on commence donc par la première partie qui est sur la récupération des données, les différentes sources. Au tout départ, nous avons le continent européen totalement vide de données et la première source vers laquelle je me suis tourné a été Eurostat. Eurostat qui est l'organisme de statistique de l'Union européenne. En tant que tel, qu'il fournit les données sur tous les pays de l'Union européenne et on a la chance d'avoir aussi des données sur d'autres pays assez proches politiquement qui transmettent donc les données à Eurostat. Du coup, Eurostat fournit des renseignements sur beaucoup de pays européens. Le problème, c'est que donc vu la masse conséquente de données que l'on a, et puis par raison aussi des différents droits de diffusion de chaque pays, il y a un écart de pratiquement 1 an et demi, 2 ans entre la récupération des données et leur diffusion au grand public. Donc on peut récupérer depuis mars 2018 les données de 2016 et en mars 2019 nous aurons les données de 2017. Eurostat est tout de même assez fouillis au niveau des bases de données puisqu'il y en a énormément et à force de chercher et en m'étant un peu renseigné au préalable, j'ai pu mettre la main sur la base de données pour parler des énergies en Europe, Énergie 105A. Par contre, vous voyez que lorsqu'on le récupère, c'est au format TSV. Donc n'oubliez pas non plus
Lorsque vous cherchez à faire de la cartographie, vous avez à récupérer des bases de données qui n'ont pas tout le temps été pensées pour être au format tableur et qui plutôt sont fondées pour un archivage dans les bases de données des différentes entreprises ou organismes. Pour utiliser ces bases de données, vous allez avoir besoin de passer par des précisions sur le format que vous voulez avoir. Le souci qui reste par rapport à Eurostat, c'est que même si on a beaucoup de renseignements sur différents pays européens, on n'a pas les renseignements sur tous les pays européens. Donc du coup, j'ai dû me reporter sur d'autres bases de données, d'autres sources pour essayer de compléter les jeux de données que j'avais. Je me suis assez rapidement tourné vers l'IEA, en français l'Agence internationale de l'énergie, qui est donc un organisme mis en place par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, et qui donc fournit des données sur les 35 pays membres de l'OCDE. Ce qui, au final, étant donné que beaucoup de pays européens sont membres de l'OCDE, m'a permis d'avoir des renseignements sur l'un des pays qui me manquait au préalable, la Suisse. Par contre, les données que j'avais récupérées à l'AIE couvraient moins de pays que ceux que j'ai récupérés à Eurostat et ne couvrent même pas tous les pays de l'Union européenne. Donc j'ai préféré rester à Eurostat de base et à juste compléter avec les données sur la Suisse. Pour les autres pays à l'est de l'Europe, je n'ai pas trouvé de base de données à la fois fiable et compréhensible, donc je les ai laissés de côté un peu pour l'instant. Ne les abandonnez pas complètement puisque en fait je vais réussir à y revenir un peu plus tard au cours de cette vidéo et à vous expliquer, à vous les présenter pour ce qui est du nucléaire chez eux. Juste, je finis en vous disant que même s'il m'a manqué certains pays, au final, entre Eurostat, l'AIE et puis d'autres sources de données, il y a un certain nombre de bases de données qui couvrent le continent européen, qui sont rédigées français ou anglais et donc qui sont généralement fiables. Maintenant que j'ai pu récupérer les bases de données qui pouvaient m'intéresser donc pour la réalisation d'une carte sur le continent européen, je suis passé à leur traitement, à leur représentation et au final un peu aussi à leur analyse au niveau cartographique. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter ici dans cette partie. Première chose que j'ai essayé de savoir s'il y avait présence nucléaire ou pas dans les différents pays d'Europe. Ce qui m'a donné le fond de carte ici présent. Du coup, on peut voir qu'il y a un certain nombre de pays européens qui ont une présence de nucléaire au sein des territoires. Par contre, ce qui est quand même un peu ce que j'ai un peu regretté, c'est qu'il ne m'a pas permis, il ne permet pas même de mettre en surveillance certains pays européens qui présentent un aspect un peu particulier.
Alors, les informations que j'aurais aimé avoir, ça a été sur la Lituanie et l'Italie, et puis plus tard un troisième pays. Ces deux pays ont sont tout à fait à leur place actuelle. Enfin, en 2016, ils n'étaient pas producteurs de nucléaire, mais il y a quelques années, ils ont eu une production de nucléaire et ce qui nous montre bien qu'une sortie du nucléaire est une chose tout à fait possible sans forcément aller vers une destruction de l'économie du pays même. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y aurait un troisième pays sur lequel je n'avais pas de renseignements au niveau du fond de carte et qu'il m'a fallu chercher ailleurs, c'est la Croatie. Croatie qui est très bien représentée ici. En effet, il n'y a pas une seule centrale nucléaire présente sur son territoire. Par contre, le gouvernement croate est copropriétaire d'une centrale nucléaire située dans le village slovène de Krško, non loin de la frontière entre la Slovénie et la Croatie. Copropriétaire donc un peu bénéficiaire du fonctionnement de la centrale nucléaire de Krško. Au final, même s'il n'y a pas une seule centrale nucléaire sur le territoire croate, une partie de son électricité, même de façon minime, est très probablement due à la production nucléaire. Alors maintenant que j'ai simplement regardé la surface des bases de données que j'avais récupérées, je suis passé à l'analyse plus détaillée des données que j'ai récupérées, notamment celles fournies par Eurostat. Et du coup, pour la représentation, j'ai choisi de manière tout à fait basique de représenter par des symboles et par une variation de taille correspondant aux variations de données présentes dans les bases de données. Donc les deux sont totalement liés l'un à l'autre. Alors, vu la forte variation qu'il y a entre les données des différents pays européens, vous auriez pu me conseiller de choisir de représenter les variations par une échelle logarithmique qui m'aurait permis, du coup, comme j'avais des données très différentes les unes des autres, de garder une certaine régularité au niveau de la taille des symboles et du coup de ne pas totalement écraser certains symboles par rapport à d'autres. Mais bon, de manière totalement assumée, j'ai préféré rester sur une variation linéaire, une échelle linéaire, de façon à bien, histoire de bien montrer qu'il y avait des écarts très importants entre les différents pays européens et que la consommation, la production d'un pays est sans lien avec la production que l'on peut voir dans le pays voisin. Vous aurez repéré sans problème que le principal producteur d'électricité nucléaire en Europe, c'est la France, qui a produit en 2016 pas moins de 384 008 gigawattheures, ce qui est assez conséquent, qui a représenté à peu près un peu moins des trois quarts de sa production électrique globale et qui par contre le place très loin au-dessus des autres pays européens. D'ailleurs, la France est un pays qui au final est à mettre en concurrence entre guillemets
avec les autres obèses nucléaires dans le monde que peuvent être les États-Unis, la Russie ou la Chine. Mais donc pour comparer avec les autres pays européens, je me suis trouvé avec un assez gros problème. D'ailleurs, le deuxième, vous voyez, c'est en 2016, c'était l'Allemagne. Lorsqu'on met à part la Russie, où malheureusement je n'ai pas eu de données sur l'année 2016. Donc ça a été là, nous avons en deuxième position l'Allemagne qui n'a produit que, en comparaison, 80 000 gigawatts-heure, lorsque la France en avait 384 000. Bien sûr, le problème que vous voyez, que vous supposez bien en voyant la représentation que j'ai ici, lorsque j'allais vouloir représenter les autres pays européens sur la même représentation en bâton, j'allais me trouver avec un assez gros problème d'écrasement complet de certaines valeurs. Du coup, j'ai préféré, pour continuer, enlever la France, qui de toute façon, on sait bien, on n'a pas besoin de le comparer aux autres, c'est le principal et premier. Et du coup, de tout réétalonner par rapport aux données que j'avais sur l'Allemagne. Pour pouvoir complètement lire la représentation en bâton que nous avons sur la gauche, j'ai été plus ou moins poussé à couper la représentation en deux par rapport à la production de chaque pays, ce qui m'a poussé à mettre un peu de côté la grosse demi-douzaine de pays les plus gros producteurs de nucléaire en Europe. Ce qui m'a permis d'avoir une représentation et de commencer une réflexion plus poussée sur la production de nucléaire en Europe. Alors, la représentation spatiale m'a permis d'isoler trois groupes de pays qui au final possèdent tous des productions assez conséquentes d'électricité à partir de nucléaire. Pour les pays qui sont dans le groupe le plus à l'ouest. Justement, ce sont des pays limitrophes de la France. On peut logiquement penser qu'ils ont été soit motivés, soit aidés par cette obèse nucléaire qu'est la France, et du coup, dans leur production, être orientés ou aidés vers une production de nucléaire. Pour les deux autres groupes de pays gros producteurs, je n'avais pas vraiment d'indice sur qu'est-ce qui pouvait potentiellement expliquer pourquoi ces pays étaient gros producteurs. Et en fait, je me suis un peu éloigné des bases de données que j'avais récupérées, et en essayant de voir s'il n'y avait pas d'informations supplémentaires ailleurs, j'ai pu repérer que la Russie était aussi un obèse nucléaire, et je peux penser que les deux groupes qui restent sont tous les deux frontaliers de la Russie, ou au moins proches dans le cas de la Suède, et ont peut-être aussi, un peu comme les pays autour de la France, bénéficié de la motivation, de l'orientation ou de l'aide apportée par un obèse nucléaire situé juste à côté. Voilà.
j'ai ce que je pouvais dire sur les bases de données et la carte que j'ai réalisée à partir de ces bases de données. Par contre, du coup, pour continuer, j'ai dû me porter sur d'autres bases de données que je n'ai pas encore présentées, qui donc vont être l'être au cours d'une troisième et prochaine partie. Nous sommes donc partis pour la troisième et dernière partie de cette présentation. Du coup, pour essayer de vous avoir une vue plus globale du nucléaire en Europe, j'ai dû mettre de côté la carte que nous avons vue au préalable et d'en créer une nouvelle. Donc vous allez voir, nouvelle carte, nouveau jeu de données que je suis allé récupérer à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est un organisme mis en place par l'ONU pour surveillance du nucléaire civil dans le monde. Vous avez entendu récemment parler de l'AIEA puisque c'est l'organisme en charge de la surveillance du projet nucléaire iranien, mais l'AIEA, bien sûr, en tant qu'organisme mondial, est en charge aussi de la surveillance du nucléaire dans tous les autres pays qui en produisent. Du coup, il m'a permis d'avoir des données sur des pays que je n'avais pas au préalable. Le souci, c'est que l'AIEA ne propose pas réellement de base de données disponible et en fait j'ai dû récolter les renseignements à partir de fiches, une fiche par pays producteur. Et par opposition, les pays non producteurs n'avaient pas de fiche. Autre défaut, enfin, autre défaut, l'AIEA ne propose des fiches des données que sur la dernière année de production, donc 2017, et l'AIEA, c'est logique, ne s'occupe que du nucléaire. Donc je n'ai pas pu avoir, en allant chercher là-bas, des renseignements sur d'autres sources d'énergie. Ça m'a tout de même permis d'avoir des informations stables sur les pays qui me manquaient au préalable, notamment vous voyez ici que la Fédération de Russie et l'Arménie, qui n'étaient pas renseignées tout à l'heure, sont maintenant indiquées comme étant producteurs de nucléaire civil. Et vous voyez que le fond de carte restant est totalement identique à celui que je vous ai présenté avant. Alors, en fait, on s'éloigne un peu de l'AIEA et c'est là que je vais un peu introduire diverses sources, mais bon, que je ne vais pas citer à chaque fois, puisque bon, je n'ai récolté que des brèves d'informations à gauche à droite. Et au final, vous pouvez avoir le même type d'informations sur des pages Wikipédia. Alors, on va commencer au niveau des pays producteurs par voir ceux qui ont depuis 2016 ou enfin les années qui peuvent précéder ou les quelques années prochaines qui ont réduit ou qui vont vers une réduction du nucléaire de façon à la fois annoncée et vérifiable. Donc premier arrêt ici par la Suisse. Suisse qui depuis quelques mois a voté par référendum la réduction du nucléaire dans son
mix énergétique. Et pour l'instant, le nucléaire représente un tiers de sa production électrique. Le reste, les 2 tiers restants de la production électrique est plus ou moins assuré en Suisse par l'hydroélectrique. Et on peut voir d'un bon oeil qu'au final, la Suisse, au lieu de regarder pour sa production vers l'ouest, donc la France, a plutôt regardé vers l'est, puisque c'est l'Autriche qui, lui, est un pays déjà qui n'a pas de nucléaire et qui repose beaucoup sur des énergies renouvelables. Ensuite, donc deuxième pays, l'Allemagne. L'Allemagne qui repose sur le nucléaire pour la production en 2017 de 11% de son électricité. En 2016, donc les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure, l'Allemagne reposait pour 14-15% de son électricité sur de la production nucléaire. Donc on voit bien qu'en un an, ils ont réduit de quelques pourcents, bon à peine, mais c'est un grand pas. Puisque en fait, la loi indiquant un arrêt, enfin instituant officiellement un arrêt du nucléaire a été votée en 2000. En 2000, le gouvernement allemand avait choisi d'aller sur une sortie du nucléaire, ce qui s'était soldé quelques années plus tard par la fermeture de 2 centrales nucléaires. Malheureusement, le projet, enfin la loi a été abandonnée en 2009-2010. Elle a été suspendue, mais suite à la catastrophe de Fukushima au Japon, l'accident nucléaire assez médiatique qu'il y a eu en mars 2011, l'Allemagne a remis en place la loi demandant une sortie du nucléaire et de très nombreuses centrales ont été fermées depuis, notamment en 2016. Et puis il y en a eu avant 2016 ce que vous voyez là, et après je n'avais plus la place en fait de représenter les autres centrales qui ont été fermées entre 2016 et nos jours. Actuellement, il y a eu 2 centrales de plus qui ont été abandonnées. Donc là, on a vu les 2 pays qui, à la fois officiellement et dans les faits, souhaitent aller vers un arrêt du nucléaire et montrent vraiment qu'ils souhaitent aller vers un arrêt du nucléaire. Ce que nous allons voir à présent, ce sont les pays qui... On va commencer par les pays qui officiellement ont une position de sortie du nucléaire, disent vouloir en sortir, mais dans les faits, ce n'est pas tout à fait vérifiable. On commence par l'Espagne. L'Espagne qui reposait en 2017 pour près de 1/5 de sa production électrique sur du nucléaire, de l'énergie atomique. L'Espagne a officiellement institué la volonté de sortie du nucléaire. Par contre, lorsqu'on regarde les chiffres, au final, la production nucléaire espagnole n'a pas vraiment tendance à baisser, à s'être réduite. Donc, je ne peux malheureusement pas dire que ce pays, à la fois d'un point de vue officiel et avéré, va vers une sortie du nucléaire.
Deuxième pays qui, lui, donc la Belgique, qui lui a depuis un certain temps, à peu près un peu après l'Allemagne, a indiqué qu'il allait vers une sortie du nucléaire, mais ça a été juste une annonce officielle, puisque dans les faits, non seulement il n'y a pas eu réduction, mais le nucléaire en Belgique occupe toujours la moitié de la production électrique du pays. Donc c'est clairement un pays qui pose un peu question, est-il vraiment sincère? Est-ce que son gouvernement est vraiment sincère et veut aller vers une sortie du nucléaire, surtout vu la marge très importante que le nucléaire représente dans son mix électrique? Troisième pays, la Suède. À un moment, ils ont voulu, un peu comme même principe que l'Allemagne, au début ils ont mis une loi en place indiquant une sortie du nucléaire, ce qui a été très bien suivi puisqu'ils ont fermé pas mal de centrales. Actuellement, il n'y a plus que 3 centrales en activité en Suède, mais voilà. Et depuis 2010, ils n'ont pas vraiment ils ont un peu abandonné leur projet et actuellement le nucléaire représente toujours 40% de la production électrique en Suède. C'est très difficile à voir s'ils vont vers une réduction effective, réelle, concrète du nucléaire ou s'ils vont rester dans ces eaux-là. Et bon, je ne détaille pas tous les autres pays d'Europe qui, eux, on a vu les trois qui ont annoncé vouloir une sortie du nucléaire. Les autres pays dont ici je ne vais pas, enfin, que je ne vais pas ressortir à chaque fois parce que, comme vous voyez, il y en a un certain nombre. Donc eux n'ont ni dit vouloir aller vers une sortie du nucléaire, ni dans les faits, il n'y a pas de sortie vérifiable. Nous avons vu, donc ça représente un certain nombre de pays actuellement producteurs de nucléaire en Europe. Par contre, comme on voit, il reste encore des pays dont je n'ai pas encore parlé et malheureusement on va les retrouver dans ce dernier arrêt, dans ce dernier point, les pays qui sont en volonté de croissance du nucléaire. Je commence bien entendu par le modèle européen en nucléaire, enfin le modèle entre guillemets puisque ce n'est pas du tout un modèle. La France. La France qui repose qui reposait en 2017. La France qui repose pour 70%, donc les 3 cinquièmes, non, je me trompe, quasiment les 3 quarts de son électricité à partir d'énergie nucléaire, qui officiellement annonce vouloir aller vers une réduction à 50% dans les années prochaines du nucléaire en France, mais l'État français et l'entreprise EDF, donc le distributeur producteur d'électricité en France, souhaite construire un réacteur nucléaire nouvelle génération à Flamanville en Normandie. Il pense compenser quand même en fermant un réacteur nucléaire dans l'est de la France, nord-est. Alors, c'est pas tout à fait équivalent puisque le réacteur qu'il faut fermer, c'est un réacteur très ancien et sans doute un peu dépassé.
et le réacteur qu'il souhaite construire à Flamanville, au final ce sera l'un des réacteurs les plus productifs au monde et donc le plus avancé au monde. Dire que la France veut sortir du nucléaire alors que les faits vont vraiment à la rencontre, non. Je le place en cette catégorie, dernière catégorie, donc les pays où il y aura accroissement de l'énergie nucléaire dans les prochaines années. Le deuxième pays que l'on va voir là, c'est l'un des autres pays dans lequel il est prévu de construire un réacteur de même style que le réacteur qui va être construit en France à Flamanville. Là, ça va être au Royaume-Uni, un réacteur nucléaire de nouvelle génération qui va être fabriqué, construit à Hinkley Point. Donc là, actuellement, ce n'est qu'un projet parce qu'avec plusieurs problèmes, plusieurs retards de construction, le réacteur de Flamanville n'est pas encore terminé. Et on verra plus tard le troisième réacteur prévu aussi à la construction par le même opérateur, également en retard. Donc au final, le réacteur au Royaume-Uni à Hinkley Point n'a pas encore commencé à être construit. Troisième pays en Europe qui souhaite aller vers un accroissement du nucléaire. Donc c'est le troisième pays dans lequel a été construit un réacteur de nouvelle génération comme Flamanville Hinkley Point. Donc là nous sommes en Finlande. Finlande où il y a un réacteur à Olkiluoto de nouvelle génération qui va être construit par EDF, l'opérateur français. La Finlande qui actuellement repose sur le nucléaire pour un tiers de sa production électrique. On peut espérer qu'ils vont y mettre peut-être un petit arrêt. Ce n'est pas véritablement envisagé. Mais bon, la Finlande a quand même l'avantage par rapport aux autres pays dans lesquels il y a construction de réacteurs nucléaires, a quand même l'intelligence de penser le nucléaire de A à Z. Donc de prévoir même de le stocker les déchets de manière assez sûre. Alors, deux autres pays que j'indique rapidement ici, il s'agit de la Slovaquie et l'Ukraine, qui reposent actuellement pour plus de la moitié de leur production électrique sur du nucléaire. L'Ukraine, on l'avait déjà un peu abordé tout à l'heure, vous saviez déjà que c'était un gros producteur de nucléaire. Voilà. Et enfin, nous allons aborder le cas du deuxième obèse nucléaire en Europe, la Fédération de Russie. Au final, en pourcentage, est en dessous de la production qu'il y a au Royaume-Uni. Par contre, si on prend les quantités et l'utilisation qui est faite du nucléaire en Russie, on est bien face à un obèse nucléaire. Alors, la Russie qui prévoit la construction d'assez nombreux réacteurs nucléaires sur son territoire. Premier réacteur que le gouvernement russe a envisagé de construire, c'est un nouveau réacteur à Novovoronej. Ouais, ça va, je l'ai bien prononcé. Enfin, j'espère.
Alors, quand je me suis un peu renseigné sur Novovoronezh, je suis assez rapidement tombé sur une image que je ne peux pas résister à vous montrer. Soviet. Donc la centrale de Novovoronezh, comme que vous voyez là, et qui n'avait pas vraiment besoin d'avoir un nouveau réacteur nucléaire pour continuer à marcher, puisqu'on peut voir de très nombreux réacteurs, même si les réacteurs que vous voyez à droite de cette photo, qui actuellement produisent encore de la fumée, sont voués à l'arrêt. Et au final, ça explique un peu la construction des réacteurs que vous voyez à gauche de cette photo. Accroissement de la production électrique russe par le nucléaire qui continue, puisque le gouvernement russe prévoit l'installation d'une centrale nucléaire dans l'enclave de Kaliningrad. Cette petite part de territoire russe compris entre la Lituanie au nord et la Pologne à son sud. Le réacteur va être justement construit sur le fleuve qui sépare l'enclave de Kaliningrad et la Lituanie. Alors, nouveau nouveau réacteur qui est prévu à la construction. Donc, le réacteur de Sosnovyï Bor à Saint-Pétersbourg, qui va être construit dans la centrale appelée Leningrad. Je ne m'attarde pas trop sur ce nouveau réacteur prévu à la construction, c'est juste pour vous le situer. Et en fait, ça va être utile de le situer maintenant, puisqu'il y a un autre réacteur prévu à la construction, lui, sur le village de Pevek, totalement à l'autre bout de la Russie. Donc ce n'est absolument pas du côté européen. Par contre, je me permets d'évoquer quand même ce réacteur nucléaire prévu à la construction, puisqu'en fait il était prévu par le gouvernement russe de le construire en préfabriqué à la centrale de Saint-Pétersbourg et de le faire acheminer par une barge brise-glace poussée par un réacteur nucléaire jusqu'à Pevek. Donc vous voyez au moins en Europe le trajet qui était à peu près prévu. Au nord, il devait longer les côtes de la Russie, passer juste à côté du pôle Nord, et donc c'est pour ça que c'était quand même un brise-glace de prévu pour l'amener. Par contre, les pays qui entourent la mer Baltique et les pays, le Danemark et la Norvège en plus, ont quand même eu des petits soucis, des petits problèmes à quand même voir une potentielle double bombe nucléaire longer leur côte. Au final, étant donné que tous les pays qui allaient être longés ont mis leur veto pour voir ce projet réalisé, la Russie n'a pas installé de réacteur nucléaire, même inactivé, sur une barge pour l'envoyer à l'autre bout de la Russie. Par contre, la barge était dans le port de Saint-Pétersbourg et elle a tout de même, à vide, fait le trajet pour aller jusqu'à Mourmansk et y récupérer
plus tard le réacteur nucléaire. Son départ de Mourmansk est prévu à l'été 2019. Donc on peut voir qu'au final le nucléaire n'est pas qu'une histoire de production énergétique. Il peut, même s'il reste pour la production électrique, il peut poser certaines questions géopolitiques. Alors, là nous avons parlé des pays actuellement producteurs et qui prévoient de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Donc au final, c'est soit pour renouveler, soit pour s'ajouter à leur actuel dispositif nucléaire. Par contre, maintenant, nous allons aborder le cas de pays qui ne sont pas actuellement producteurs de nucléaire, mais qui veulent à court terme le devenir. Premier de ce cas, nous avons la Turquie qui prévoit de devenir assez indépendant au niveau énergétique et de construire un réacteur nucléaire, le réacteur Akkuyu, à Mersin, province de Mersin, juste en face au final de Chypre. Réacteur nucléaire qui est prévu la construction par l'entreprise russe Rosatom, qui donc est en charge du nucléaire en Russie et qui est en charge de la construction des autres réacteurs que nous avons vus sur le territoire russe. Deuxième pays qui actuellement n'est pas producteur de nucléaire mais qui souhaite le devenir, nous avons la Biélorussie, le Bélarus. Et je me suis peut-être un peu trop avancé sur le fond de carte que je vous ai présenté tout à l'heure, puisqu'en fait le réacteur nucléaire qui est prévu à l'activation en Biélorussie a peut-être déjà été activé depuis peu, ou va l'être très prochainement dans les prochaines semaines. Le réacteur nucléaire d'Ostrovets a été construit par Rosatom. Rosatom, donc cette entreprise du nucléaire russe. Donc on voit au final que la Russie montre bien, en étant un obèse nucléaire, qu'il tire un peu les autres pays pour la production de nucléaire, tout comme la France obèse nucléaire tire actuellement d'autres pays vers la production de nucléaire. Ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure, que la production nucléaire est sans doute chercher plus du côté au final des obèses nucléaires. Et nous arrivons à la conclusion de cette présentation. Donc il suffit juste de se rappeler la carte que je vous montrais juste avant pour se rappeler qu'il y a beaucoup de pays qui utilisent le nucléaire en Europe. Non seulement des pays, on va dire, normaux au niveau de leur production, mais surtout la présence de deux obèses nucléaires qui poussent à l'accroissement de la production au niveau au moins européen. On peut conclure que le nucléaire ne va pas disparaître dans les prochaines années. Bon, est-ce vraiment si grave que ça ? Après tout, le nucléaire n'est pas la source d'énergie fossile la plus directement toxique pour l'être humain, puisque la vapeur d'eau
à part des brûlures, si on la reçoit directement en pleine figure, vous fait pas suffoquer. Et au final, pour le nucléaire, hormis dans le cas d'un accident nucléaire, la santé humaine n'est pas directement menacée. Mais malheureusement, les accidents plus ou moins importants, les fuites ou les catastrophes, ne sont pas si rares que ça. Pierre, il suffit de revoir la concurrence des constructions de différents réacteurs qui vont apparaître en Europe pour se rappeler que ce ne sont pas vraiment les constructeurs les plus rassurants qui ont la main mise sur la majorité des centrales qui vont être produites. Je finirai rapidement en vous précisant que je pense que dans la prochaine vidéo, nous allons voir le cas de la Lituanie, donc pays à l'est de l'Europe, dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure, qui est assez en mauvaise position par rapport à l'énergie nucléaire, enfin l'énergie nucléaire de ses voisins, puisque heureusement la Lituanie en d'elle-même, de manière interne, a abandonné la production nucléaire, ce qui n'est malheureusement pas le cas de ses voisins, et ses voisins qui font peser une menace sur la Lituanie. Ce n'est pas la seule menace que le pays lituanien a à affronter pour les prochaines années. Bon, tout ce qui me reste à faire, c'est du coup de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, en espérant que vous ne vous êtes pas endormi en plein milieu, parce que c'est quand même une vidéo assez longue et lourde. Du coup, je vous remercie et j'espère vous revoir pour les prochaines vidéos que je sortirai, en espérant mettre moins de temps que pour cette première vidéo. Merci à tous et donc à la prochaine. Bye.